Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire la suite d'une première série d'émissions, de petits podcasts que j'avais fait il y a 1 an. Donc ouais, j'ai un peu de retard, mais je suis sûr que tu t'en remettras. La première série était juste une liste de 10 pilotes qui, selon moi, auraient pu faire un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, que ce soit à cause de la malchance ou juste parce qu'ils ont pas été suffisamment bons quand il fallait l'être. Et aujourd'hui, je voulais me consacrer à des pilotes qui auraient, selon moi, mérité de gagner un titre de champion du monde. Alors pour m'aiguiller dans la liste des pilotes dont je vais parler aujourd'hui, je suis parti du principe qu'il fallait respecter certains critères. Le premier de ces critères était qu'il ne fallait pas qu'ils soient champions du monde. Ouais, bon, celui-là c'est évident, mais il fallait aussi qu'ils aient déjà été candidats au titre au moins une fois dans leur carrière. Quand je dis candidat au titre, c'est-à-dire que sur les dernières manches, ils s'affichent mathématiquement comme un challenger assez sérieux pour le titre. Donc on parlera pas de pilotes qui étaient très prometteurs à leur début, mais qui n'ont jamais vraiment pu se battre pour le titre. Aujourd'hui, je veux revenir sur des pilotes qui ont eu leur chance et qui ne l'ont pas saisie, que ce soit à cause d'eux ou que ce soit à cause de la malchance. Alors, je le reprécise au cas où, c'est pas une histoire de top ou de quoi, c'est même pas, y a même pas une volonté d'être particulièrement pertinent derrière ça, c'est juste une volonté en fait c'est même un prétexte de parler de la carrière un petit peu de certains pilotes, de bons pilotes qui plus est, puisqu'ils ont été prétendants au titre. Et donc voilà, à aucun moment il y a une volonté d'avoir une réelle pertinence derrière ça, parce que je pense que il y a rien de pertinent en fait dans le propos même, mais ça permet de peut-être donner un prétexte de parler de ces pilotes qui auraient, selon moi, quand même mérité d'avoir un petit titre à leur effigie, ça fait sympa. Mais le fait qu'il n'ait pas de titre, ça n'enlève rien au fait que c'était pas de bons pilotes, quoi. Alors, le premier dont je vais parler, c'est peut-être un des plus évidents, c'est Felipinho Massa, qui est encore assez frais dans les mémoires, grâce ou à cause de la saison 2008, donc évidemment, candidat au titre que j'ai noté en 2007 et 2008, parce que je pense qu'en 2007, il était malgré tout candidat au titre. À 4 courses de la fin à Monza, il était encore dans la lutte, et puis il a eu cet abandon sur rupture de suspension, et du coup Ferrari a dû, après ce Grand Prix, favoriser Raikkonen puisqu'il avait plus de points que Massa à ce stade de la saison. Mais malgré tout, Massa, je pense qu'en 2007, sans ce mauvais coup du sort à Monza, il aurait pu se battre également pour le titre jusqu'à la dernière course. Donc, Massa, pour ceux qui démarrent, il a fait ses débuts en 2002, une saison chez Sauber, pas très concluante. Il a fait une saison en tant que pilote d'essai chez Ferrari et il est retourné chez Sauber. Je vais être honnête, Felipe Massa, c'est le pilote qui à ses débuts m'inspirait pas grand-chose. Très rapide en qualification, mais quand il s'agissait des courses, c'était un petit peu plus laborieux. Il était très brouillon en course et j'étais très surpris quand Ferrari a annoncé qu'ils allaient le recruter pour 2006. Et puis à partir de là, sa carrière s'est étendue jusqu'en 2017, ce qui n'est pas mal du tout. En termes de longévité, il a pris part à 269 départs, 16 pole positions, donc c'est pareil, encore une fois, comme je le disais, la qualification, c'était vraiment un de ses points forts. 15 meilleurs tours, 41 podiums et 11 victoires. Donc évidemment, j'ai déjà mentionné l'aventure du titre en 2007. En 2008, c'était à nouveau très serré, c'était une saison vraiment chaotique. Déjà pour ce dernier Grand Prix à Interlagos, mais même l'ensemble de la saison était assez chaotique parce que c'était une nouvelle ère de pilotage vraiment pour les pilotes. C'était la fin de l'anti-patinage, la fin de l'ABS, l'anti-blocage des roues. Donc on a souvent vu des erreurs très bêtes des pilotes pendant cette saison parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir ça. Et Massa a fait sa part d'erreur, mais on en dit autant de Hamilton, de Raikkonen, de Alonso sur cette saison. Donc ça s'est joué à pas grand-chose cette année-là. Et puis en 2009, il y a évidemment eu son accident, et puis cette saison très difficile avec Ferrari. Malgré tout, il menait la Scuderia avant son accident. Et je pense que son retour en 2010 était pas mauvais à Massa, mais que ce qui a vraiment tué définitivement sa carrière, c'est la consigne de donner la victoire à Alonso à Hockenheim et le passage au pneu Pirelli qui a fait du mal à beaucoup de pilotes en 2011. Il s'est relevé en 2014 en revenant chez Williams et puis je pense qu'on peut dire qu'il est parti sur de bonnes notes, un petit peu triste fin de carrière.
pour lui, parce que il a quand même été un petit peu poussé à la porte, contre un petit peu de sponsoring de pilotes, malheureusement. Mais je pense que Massa, malgré tout, fait partie des meilleurs pilotes de l'histoire de la discipline, et des encore meilleurs pilotes qui n'ont pas gagné un titre. Alors, un pilote qu'il est impossible de ne pas mentionner dans ce genre de réflexion, c'est Sir Stirling Moss, qui est considéré quand même comme le meilleur pilote à n'avoir jamais gagné un titre. Alors, à mon plus grand regret, je ne connais pas assez ce pilote pour pouvoir en parler aussi longuement, mais on peut déjà relever que Stirling Moss, c'est le pilote qui a le plus de victoires sans avoir gagné de titre. C'est 16 victoires, 24 podiums, 19 meilleurs tours, 16 pole positions en 66 départs. Il a pris part aux saisons de 1951 à 1961. Et si on regarde, je dis candidat au titre, alors en 55, 56, 57, 58, si j'ai mis ces saisons-là, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place sur l'écran. Il n'y avait pas assez de place sur l'écran pour en mettre plus. Ça, c'est toutes les saisons où il a fini deuxième du championnat. Alors évidemment, il y a eu des saisons où c'était mort, où il était très loin, mais il a quand même terminé deuxième du championnat. Les saisons d'après, il termine troisième du championnat. Donc je pense qu'il y avait réellement quelque chose chez ce pilote, et ses statistiques le prouvent. Après, comme on le sait, gagner un titre, il y a le talent qui est nécessaire, et il y a aussi une bonne part de hasard qui en est liée, et surtout dans ces années-là où la mécanique et tout ce genre de choses étaient assez aléatoires. On va revenir sur une époque un petit peu plus moderne en parlant d'un autre Brésilien, c'est Rubens Barrichello, qui détient le record du plus grand nombre de participations en Grand Prix, et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur lui aussi. Actif de 1993 à 2011, 323 départs, record qui devrait être battu en 2020 par Raikkonen si tout se passe bien à Spa-Francorchamps. Alors, en termes de longévité déjà, 93 à 2011, je crois qu'en termes de nombre de saisons, et pas en nombre de termes de Grand Prix, c'est déjà un beau record. 14 pole positions, 17 meilleurs tours, 68 podiums, 11 victoires, et je l'ai compté en candidat au titre en 2003 et 2009. En 2003, parce que c'était une saison complètement folle. Disons que dans sa période chez Ferrari, Barrichello, c'était un vrai numéro 2. Aujourd'hui, on parle de pilotes comme Bottas comme d'un numéro 2. Je pense que c'est très difficile de comparer un Barrichello chez Ferrari et un Bottas chez Mercedes, parce que Barrichello avait vraiment l'interdiction de battre Schumacher quand les deux étaient à la suite. Il n'avait pas le droit d'aller l'attaquer, et il avait, comme on l'a vu sur des grands prix, notamment l'Autriche, qui sont les plus connus, on lui demandait de le laisser passer pour lui donner la victoire en Autriche en 2002, et puis il y avait eu où il avait donné sa deuxième place en 2001, mais en 2003, c'était une saison suffisamment folle qui lui a permis d'être dans la lutte pour le titre avec Raikkonen et Schumacher, et bon, dans les dernières manches, malheureusement, il a eu un petit coup de malchance, enfin plusieurs petits coups de malchance tout au long de la saison, qui a fait qu'il n'a pas pu tenir la distance. Et en 2009, ça a été un nouveau regain de forme. Il a tenu bon, Barrichello, il était encore candidat au titre dans l'avant-dernière course, avant que Button prenne le titre. Donc, un excellent pilote, Rubens Barrichello. Et d'un point de vue personnel, Rubens Barrichello, pour moi, c'est un pilote qu'il est impossible de détacher de la Formule 1, et j'ai compris pourquoi en relevant ses années d'activité. 1993, c'est mon année de naissance, donc j'ai toujours vu Barrichello, et en 2011, j'avais 18 ans. On essaie de varier les plaisirs, et un pilote sur lequel j'aurais hélas moins de choses à dire parce qu'on parle d'un temps que je ne peux point connaître, mais un pilote dont on parle beaucoup, c'est Gilles Villeneuve, actif de 1977 à 82, 68 départs, 2 pole positions, 8 meilleurs tours, 13 podiums, 6 victoires, et candidat au titre en 1979. Cette année où il a été candidat au titre, c'était vraiment une année où Ferrari était extrêmement en forme. Il a été très très bon dans les premières manches. Malheureusement, il était encore très inexpérimenté, il était très irrégulier sur la seconde partie de saison, et face à Jody Scheckter, un excellent pilote plus expérimenté, il n'a pas tenu la distance du championnat. En étant assez jeune et inexpérimenté, je rappelle qu'aujourd'hui, quand un pilote arrive en Formule 1, il est déjà extrêmement préparé
alors qu'avant c'était vraiment pas le cas du tout. Il fallait vraiment plusieurs saisons pour qu'un pilote parvienne à acquérir de l'expérience. Ils avaient pas les simulateurs comme on a aujourd'hui. Les catégories inférieures les préparaient moins bien que ce qu'elles les préparent aujourd'hui. Enfin, il suffit de voir de nos jours des pilotes comme Norris, comme Russell, ils sont arrivés en Formule 1, on pourrait presque pas dire que ce sont des rookies, tellement qu'ils sont presque irréprochables au niveau des erreurs qu'ils peuvent commettre. Et à partir des années suivantes, Ferrari a commencé à sombrer, vraiment à perdre du terrain. Malgré tout, il était toujours là quand il fallait récupérer des podiums, des victoires. Et sa carrière s'est terminée après seulement 5 saisons lors de cet accident où il a perdu la vie. Malgré tout, Gilles Villeneuve reste un des pilotes qui est le plus souvent mentionné lorsqu'on parle des meilleurs pilotes qui n'ont jamais gagné leur titre. J'ai pas mal hésité avant de placer David Coulthard dans ma sélection de ces 10 pilotes, mais c'est un pilote que je trouve très appréciable et qui avait aussi ses très bons jours. Actif de 1994 à 2008, 246 départs, 12 pole positions, 18 meilleurs tours, 62 podiums et 13 victoires. Candidat au titre en 98 et 2001. J'ai hésité parce que Coulthard c'était un très bon pilote, mais qui manquait peut-être de régularité, mais sur la piste, je me rappelle de très belles luttes entre lui dans la McLaren avec Häkkinen, Schumacher ou Barrichello. C'était un vrai pilote très agressif sur la piste, il savait être rapide et il savait gagner des courses. Malheureusement, il avait ses bons jours et il avait ses jours où il n'était pas trop là. Et c'est pour ça que ces 2 années où je l'ai inscrit en tant que candidat au titre, en 98, il ne l'a pas vraiment été puisque on se souvient plus de la lutte Häkkinen-Schumacher, et en 2001, on se souvient surtout de la lutte entre Schumacher, juste Michael Schumacher, il s'est battu tout seul. Mais Coulthard a terminé néanmoins 2e du championnat et il avait fait une très belle saison en 2001. Pour ce qui est de sa carrière, c'est très probant ses débuts chez Williams. Il fait ses débuts en remplacement d'Ayrton Senna pour les raisons que l'on sait, mais ça passait pas nécessairement très bien entre lui et Williams. Il faisait aussi pas mal d'erreurs. Je me rappelle notamment d'un Grand Prix d'Italie où il partait en pole position et où il s'est mis dans le bac à gravier pendant le tour de chauffe. Ça pourrait presque nous rappeler un certain pilote français de ces dernières années. Bref. Mais ensuite, sur ces années McLaren, il était là en fait. Il avait une voiture qui pouvait gagner des courses et il le faisait. Et même si le contexte a fait que c'était difficile pour lui de se battre pour le titre, il savait gagner des courses. Et sur ces dernières années, c'était très compliqué chez Red Bull. Néanmoins, c'est un des membres... je pense que David Coulthard est un des membres piliers du succès de Red Bull, puisque quand Ron Dennis a annoncé à Coulthard qu'il souhaitait pas le conserver pour 2005, Coulthard a réussi... c'est plus Christian Horner qui a réussi à convaincre Coulthard de rejoindre l'équipe parce qu'il envisageait de prendre sa retraite. Et de 2005 à 2008, il a énormément apporté de son expertise. Coulthard y est pour beaucoup dans la venue d'Adrian Newey chez Red Bull, puisqu'il se connaissait déjà de Williams et McLaren. Malgré les défauts qu'on peut trouver à Coulthard, le pilote qu'il était, que ce soit sur la piste ou en dehors, fait que, parce qu'en dehors de la piste, c'était un vrai, comme on les appelait, un gentleman driver. C'était vraiment un de ces pilotes qui savait se battre, mais avec classe, en dehors de la piste également. Je pense que Coulthard n'aurait pas immérité un titre de champion du monde. Un des pilotes que j'aurais vraiment aimé connaître plus, c'est Ronnie Peterson, qui est un petit peu comme Coulthard, je l'ai placé dans ma sélection, mais sans vraiment réussir à lui trouver de moments où il était vraiment candidat au titre. Il a néanmoins terminé 2e du championnat en 71 pour sa 2e saison, pardon micro. Donc déjà, je vais énumérer son palmarès. Actif de 70 à 78. En 78, hélas, il est tué des suites des séquelles d'un accident au départ à Monza. Ce qui est vraiment décrit comme une tragédie parce que ce n'est pas l'accident en tant que tel qui l'a tué, mais c'est plus le manque, des erreurs médicales qui ont conduit à son décès, et ça le rend d'autant plus regrettable. 123 départs, 14 pole positions, 9 meilleurs tours, 26 podiums et 10 victoires.
Et en 78, justement, c'est ça qui est regrettable, c'est qu'il était clairement candidat au titre. Pour vous dire, en manquant les 3 dernières manches de la saison, il échoue à 13 points du titre face à Mario Andretti. On peut imaginer, hélas, que ça aurait pu être s'il avait eu l'occasion de participer à ces 3 courses. Malheureusement, Ronnie Peterson n'a jamais vraiment eu de monoplace qui lui permettait tout au long de sa carrière de se battre pour le titre, mais ça a toujours été un pilote extrêmement rapide en qualification, on le voit, 14 pole positions, et en course c'était un vrai compétiteur. Et il est décrit vraiment par ses pairs de cette génération comme un des meilleurs, donc je ne pouvais pas ne pas le citer dans ma sélection. En revenant à une période qui me parlera un petit peu plus, je pense à Mark Webber, actif de 2002 à 2013, il a pris part à 215 départs, 13 pole positions, 19 meilleurs tours, 42 podiums et 9 victoires. Candidat au titre en 2009 et 2010. Alors aujourd'hui, on se rappelle beaucoup de Webber pour sa rivalité avec Vettel, notamment l'affaire du crash à Istanbul ou la Multi 21 Gate, comme on l'appelle. Je vais y revenir dans quelques instants. Mark Webber, il faisait partie de ces pilotes qui n'avaient jamais vraiment eu de très bonnes voitures et il a toujours été dans le milieu du peloton avant que Red Bull ne se montre aux avant-postes. Et si on regarde ce qu'il faisait donc avant cette saison 2009, c'était pour moi un des meilleurs pilotes du milieu du peloton, toujours en qualification à faire des places incroyables, notamment avec sa Jaguar où il se qualifiait, régulièrement il a réussi l'exploit de se placer en première ligne avec sa petite Jaguar. Et aussi sur la piste, c'est un pilote qui savait se défendre avec férocité tout en étant suffisamment juste. Et je pense que justement l'incident entre Vettel et lui à Istanbul l'illustre bien. Il essaie juste ce qu'il fallait à ses rivaux pour se défendre. Mais voilà, il fallait en même temps espérer que son rival n'éternue pas. Ensuite, sur ces années Red Bull, 2009, il a un accident où il se blesse pendant l'intersaison. En 2010, il se reblesse en cyclisme vers la fin de saison. Donc c'est des années où il était peut-être pas en forme physiquement, mais où malgré tout, il a réussi à gagner des courses, à se battre pour le titre. Mais hélas, à l'instar d'un Felipe Massa, le passage au pneu Pirelli, c'était devenu un désastre. En 2011, il était pratiquement nulle part. Idem en 2012. Et en 2013, on sait que l'affaire de la consigne d'équipe de Singapour a beaucoup affecté sa décision de prendre sa retraite cette année. Donc je réexplique rapidement l'affaire de Sepang. Webber était en train de mener la course devant Vettel. En fin de course, l'équipe demande à ses pilotes de baisser le régime de leur moteur, Multi 21, donc le pilote 2 termine devant le pilote numéro 1. Et il n'y a qu'un seul des deux pilotes qui a baissé son régime moteur, et c'est lui qui n'a pas gagné la course. Donc évidemment Webber l'a très mal vécu, mais il y avait un contexte aussi qui faisait que Vettel n'a pas eu envie de laisser cette victoire à Webber. C'était que quelques mois plus tôt, quand Vettel devait se battre pour le titre à Interlagos, au moment où il devait dépasser Webber, Webber il ne lui a pas laissé la moindre chance de le dépasser. Et l'équipe a dû intervenir pour lui dire d'arrêter de défendre Vettel pour que Vettel puisse aller chercher le titre. Et Vettel l'avait très mal vécu, sachant qu'auparavant il y avait tout ce contexte assez difficile entre ces deux-là. Un cumuli de choses qui fait que ça s'est assez mal terminé pour lui, mais si on regarde l'ensemble de sa carrière, il y a un beau palmarès. Et quel piètre chauvin ferais-je si je ne parlais pas d'au moins un pilote français? J'ai choisi Jacques Laffite, parce que je pense que Jacques Laffite fait partie des meilleurs pilotes déjà de sa génération, et surtout des meilleurs pilotes français, actifs de 74 à 86, 176 départs, 7 pole positions, 7 meilleurs tours, 32 podiums, 7 victoires, et candidat au titre en 1981. Je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique pour ceux qui ne le savent pas. Jamais je ne me permets de me moquer d'un pilote, quel qu'il soit, sauf si j'ai quelque chose de bien à dire sur ce pilote, parce que je me dis à quoi ça sert de me moquer de quelqu'un si derrière je peux pas en dire du bien, quoi. C'est pour ça que j'ai aucun problème à faire des blagues quand Vettel fait une faute, quand Hamilton fait une boulette, parce que je sais que derrière je peux tout autant les mettre en avant, et si je me permets autant de me moquer des commentaires de Jacques Laffite quand il était sur TF1, c'est parce que je peux dire énormément de bien sur sa carrière. Il a fait ses débuts en Formule 1 chez Williams, mais on associe principalement Jacques Laffite avec l'écurie Ligier, parce que c'est là vraiment qui s'est révélé. Il a terminé très souvent 4e du championnat, Jacques Laffite. C'est d'ailleurs son meilleur résultat
en Formule 1. Si on regarde de 79 à 81, il a toujours terminé 4ème du championnat. Et avec une voiture, la Ligier n'a jamais été vraiment une voiture qui a donné des titres. Donc ça, je pense que ça met vraiment en avant tout son potentiel. Et il était décrit vraiment comme un des meilleurs pilotes du milieu du peloton. Et malheureusement, il n'a jamais eu sa chance dans un top team. Et sa carrière a dû se terminer en 86 des suites d'un terrible accident à Brands Hatch, qu'il a laissé, je crois, avec quelques séquelles, notamment au niveau de la vue, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, un énorme potentiel. Et sur l'année 81, pourquoi je le relève comme candidat au titre ? Parce qu'en 81, il y a le top 5 qui se tient en 7 points. Et il termine à 6 points de Nelson Piquet, qui est le champion de cette saison. Voilà, je pense pas pouvoir parler avec beaucoup de légitimité de la saison 81, mais je sais que c'était une saison assez tendue, assez folle, et les résultats parlent pour eux-mêmes, et le fait qu'il ait fait partie de ces candidats au titre, ça me permet d'en parler un petit peu. Quel monstre serais-je, ami belge, si je ne parlais pas de Jackie X, pilote actif de 1966 à 79, il a pris part à 114 départs, 13 pole positions, 14 meilleurs tours, 25 podiums, 8 victoires et candidat au titre en 69 et 70. Alors également, je l'ai inscrit en tant que candidat au titre alors que c'était des saisons où c'était assez compliqué. En 1970, il aurait peut-être... il était plus proche effectivement, mais c'est Jürgen Rindt qui a gagné le titre à titre posthume, pardon, ça fait répétition. Au final, Jürgen Rindt était assez devant cette saison-là, et en fait, ce que je veux dire de Jackie X, je pense qu'il y a beaucoup de bien à en dire parce que c'est un pilote, et je dois le relire à chaque fois pour en être sûr, parce que c'est quand même assez incroyable, qui a gagné les 24 heures du Mans à 6 reprises. C'est un pilote automobile d'exception, personne ne dit le contraire. Et en Formule 1, je sais que beaucoup pourra lui taxer d'avoir été assez irrégulier dans ses performances, et peut-être que c'est ça qui lui a coûté davantage de prestige, mais il n'enlève rien au fait que c'était un pilote des plus renommés de sa génération, et qui a néanmoins un beau palmarès. Alors comme je le disais, je me limite à 10, et pour le dernier, j'hésitais entre pas mal, et je suis parti sur quelqu'un de complètement différent, parce que je me suis permis un petit plaisir coupable, et ceux qui me connaissent, vous comprendrez, je voulais parler de Beber Kubica, parce que malgré tout, il était candidat au titre en 2008. À 3 courses de la fin, il était encore mathématiquement dans la lutte. On se souvient de sa carrière de 2006 à 2011 avec son retour en 2019. 97 départs, une pole position, un meilleur tour, 12 podiums et une victoire. Alors ce ne sont pas des statistiques flamboyantes quand on regarde ça, mais quand on prend en considération le fait qu'il n'a jamais piloté dans un top team, c'est plutôt pas mal, surtout de se dire qu'il était candidat au titre en 2008. Ça c'est quelque chose, enfin déjà à l'époque je trouvais ça exceptionnel, et juste en revivant la saison 2008 de la vidéo que j'ai postée sur la chaîne, enfin c'est là que j'ai repris conscience un petit peu de la mesure de ce qu'il avait accompli sur cette saison. La BMW était effectivement une très forte voiture, mais sur la saison, il a été, je pense, le plus régulier du lot entre Raikkonen, Hamilton et Massa, et que peut-être il a souffert simplement des décisions de BMW d'arrêter de continuer d'investir sur la saison 2008, parce que clairement BMW a chuté dans la hiérarchie sur la deuxième moitié de la saison. Et sur 2009, il y a une saison très difficile pour BMW, et 2010 c'est vraiment l'année qui a révélé Kubica. Alors comme un idiot, je viens de voir que j'ai mis 2011, mais non, c'est 2010, sa carrière. C'est 2006 à 2010, puisque c'est début 2011 qu'il a eu son accident en rallye qui a mis une grosse pause à sa carrière en Formule 1. Mais en 2010, c'est vraiment l'année qui a terminé de le révéler, avec la Renault qui n'était clairement pas une voiture qui pouvait se battre pour la victoire. Mais dans le milieu de peloton, il était là, il récupérait des podiums. Et je pense qu'il a sa place dans ma sélection, mais je suis persuadé que si t'es pas du tout d'accord, bah tu me le diras dans les commentaires. J'ai essayé de rester le plus neutre et le plus ouvert là-dessus. Alors évidemment, je suis sûr qu'il y a tout un tas de pilotes qui me sont passés sous le museau, que ce soit parce que je n'ai pas voulu en parler ou que ce soit parce que j'en avais pas connaissance. Mais je sais que
ton immense culture et ton envie de m'apprendre des trucs fera surface également dans les commentaires. Et bien pour conclure, merci à toutes et tous d'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous a pas plu, je vous remercie d'autant plus d'avoir suivi jusque-là et vous félicite de votre courage. Pour étendre la discussion, il y a le Discord du Blabla F1, le lien est en description, également les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.